Donc voilà, donc bonjour, toujours dans le cadre des réseaux de neurones profonds et en ce qui concerne toujours le problème de régression, nous sommes en train d'étudier comment bien sûr établir un modèle basé sur les réseaux de neurones et aussi comment améliorer sa performance. Donc sachant que nous sommes en train de traiter le problème de House Prices Prediction et ce en se basant sur bien sûr TensorFlow. Donc ce problème-là, il a normalement 79 prédicteurs, c'est-à-dire features, et une target qui est de type numérique. Donc jusqu'à présent, l'architecture proposée de notre réseau se compose d'un seul neurone, donc ayant bien sûr deux parties, la partie de sommation pondérée et par la suite l'activation, qui est tout simplement la fonction linéaire. Et bien sûr, nous sommes en train de voir, d'accord, un ensemble de compétences en commençant par la récupération de données jusqu'à bien sûr l'optimisation des modèles avant son déploiement. Alors bien sûr, un projet machine learning, normalement, ce n'est pas un projet classique. Il faut maîtriser les étapes dans lesquelles on veille à surtout créer le modèle, mais un modèle de qualité. Bien sûr, il faut dire un modèle de qualité, il faut savoir aussi les caractéristiques de, ou bien comment l'évaluer, et aussi comment le data peut améliorer la qualité d'un modèle. Alors, ça, c'est la continuité normalement des séances précédentes. Et je rappelle que le dataset que nous sommes en train de traiter, normalement, il s'agit d'un dataset qui a été utilisé dans ligne de compétition de Kaggle. Donc, dans le lien, normalement, se trouve le lien du dataset pour la télécharger et pour aussi voir sa description. Donc, vous pouvez consulter le lien suivant que vous avez sur votre site pour sur Google Classroom. Une première visualisation des différents attributs, normalement, les attributs de notre dataset sont les suivants. Donc 79 prédicteurs, c'est-à-dire features, et une seule variable contenue qui est le prix de vente. Parmi ces variables, je précise qu'il y a 44 catégories variables et 35 numerical variables. Alors bien sûr, pour mettre en place un projet, je rappelle que nous avons dit il y a deux environnements, un environnement de recherche dans lequel nous allons plus nous baser sur Notebook et en particulier en utilisant Anaconda normalement dans lequel nous serons capables, par exemple ici, bien pour n'importe quel, d'accord, c'est ça Notebook normalement un fichier dans lequel on est amené de traiter des cellules dans lesquelles on fait des tâches précises et vraiment des tâches élémentaires. Chaque bloc ou bien chaque cellule répond à des objectifs bien précis. Et nous, dans notre démarche, normalement, nous avons créé plusieurs notebooks. Chaque notebook se considère comme une amélioration du modèle précédent. Alors, bien sûr, l'architecture de notre réseau de neurones est la suivante. J'ai dit, je rappelle qu'il y a un seul neurone. Et bien sûr, voilà les composantes de notre neurone. Et bien sûr, pour la mise en œuvre de ce neurone, ou bien ce réseau de neurones, on va nous baser sur TensorFlow. Donc, pour créer le modèle, donc de réseau de neurones basé sur TensorFlow et avec Keras qui facilite les tâches, donc voilà les étapes qu'il faut suivre. Donc, après avoir connaître l'architecture, bien sûr, les étapes, il faut commencer par initialiser le modèle, ensuite créer la couche ou bien des couches, ajouter les couches au modèle. Il faut bien sûr impérativement compiler le modèle, à savoir il faut connaître le rôle de chaque paramètre à part.
Ici, parmi les paramètres à connaître, il y a l'optimizer. Et l'optimizer, normalement, ici, c'est Adam qui est une variante de gradient descent que nous avons vu au début pour la mise en place d'un réseau de neurones composé d'un neurone, mais from scratch. Nous avons donc vu en détail c'est quoi l'algorithme de gradient descent. Adam, ce n'est qu'une variante de gradient descent. On va voir par la suite, une fois nous allons zoomer sur la partie optimisation qui concerne les optimizers. Alors bien sûr, il faut connaître aussi ce que c'est loss. Loss, ici, c'est la fonction objective à minimiser. Donc il s'agit tout simplement de la fonction de la moyenne quadratique des erreurs. Et bien sûr, pour les métriques, ici, on a utilisé mean square error comme métrique. On peut ici aussi utiliser normalement la mean absolute error, c'est un MAE. Donc voilà, ce sont les étapes normalement qui seront partagées entre les différentes versions de notre projet que nous sommes en train de voir en détail. Alors la chose qu'il faut connaître aussi, c'est le type de données. Parce que l'objectif final, c'est de mettre en place un modèle de qualité, c'est-à-dire il a une performance élevée. C'est-à-dire la métrique ici qui est mean squared error. L'objectif, c'est de la minimiser pour pouvoir minimiser les erreurs de prédiction. Pour que notre modèle prédit les nouvelles valeurs, les nouveaux enregistrements d'une bonne manière, il faut que l'erreur moyenne quadratique pendant le texte soit minimale pour dire que notre modèle ne se trompe pas, beaucoup bien il se trompe, mais avec de valeurs très petites. Plus la valeur de mean squared error est petite, plus la qualité de modèle est grande. Alors ici, pour augmenter la qualité d'un modèle, bien sûr, le premier garantie, c'est la qualité des data. Donc, si nous avons un dataset de qualité, on peut bien sûr assurer un modèle de qualité. Sinon, bien sûr, on risque de ne pas avoir un modèle de qualité. C'est pour cela la première démarche pour découvrir ou bien pour explorer un dataset, il faut connaître les types de données de sa partie structure, c'est-à-dire la partie prédicteur ou bien la partie features. Donc bien sûr, il y a des données inutiles, comme nous l'avons déjà fait la séance dernière. Normalement, nous avons éliminé les ID des achats et nous avons peut-être éliminé le numéro, je ne sais pas, et finalement garder juste la partie qui est importante. Donc il y a des données inutiles. Donc nous avons éliminé l'ID dans le premier projet que nous avons réalisé. Bien sûr, pour les types de données, il y a aussi ce qu'on appelle les types structurés. Et exactement, on peut avoir, dans cette partie de type structuré, on peut avoir les variables de type numérique. Alors pour les variables de type numérique, bien sûr, il y a trois types qu'il faut être capable de faire la distinction entre ces trois types-là, qui sont tous numériques, à savoir les variables continues. Une fois, en fait, pour une variable qui peut avoir une infinité de valeurs, à ce moment-là, on peut dire que la variable est de type continu. Par exemple, le salaire, la note, la température et ainsi de suite. La note, normalement, même si elle est entre 0 et 20, mais on peut avoir une infinité de possibilités. Par exemple, 0,01 est déjà une note, 0,0002 est déjà une note, 0, je sais pas, 5, 0,57, 0,17, 1,2, 12, et ainsi de suite. Donc ici, on peut avoir une infinité. La même chose pour le salaire, la température, la taille, le poids. Donc ce sont des types de variables continues. Alors en second lieu, il arrive les variables discrètes. Les variables discrètes, à la différence de variables continues, il y a le nombre de valeurs possibles pour la variable discrète est dénombrable, c'est-à-dire il est limité. On peut avoir un nombre fini de valeurs au sein d'un intervalle. Par exemple, on peut dire que le nombre d'enfants, certainement tu peux avoir un nombre limité. Il n'y a pas une infinité de valeurs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 100. Donc, mais finalement, le nombre est limité. C'est pas infini. Donc, il faut être capable de distinguer entre ces deux types dans un premier temps. Le troisième type, normalement, ce sont les variables temporelles.
Donc en général, il faut extraire de l'information utile à partir de la variable d'origine. C'est-à-dire s'il s'agit d'une variable temporelle, par exemple la date, parfois la date de naissance n'a pas de sens normalement. Mais ce qui est de sens, c'est l'âge. Donc l'âge est dérivé à partir de la date de la date de naissance. Par exemple, pour traiter les clients, pour savoir leur tendance, je ne sais pas. Donc l'âge est plus informatif que la date de naissance. Parce que la date de naissance aujourd'hui, c'est pas la même chose que dans 10 ans. Mais l'âge, normalement, il porte beaucoup d'informations à la place de la, la date de naissance. La même chose, par exemple, pour un autre exemple, on peut dire l'âge de construction d'une maison. Notre cas d'étude ici, la vente des maisons. Alors, si nous avons une date de construction, normalement, la date de construction ne porte pas beaucoup d'informations, au contraire de l'âge de la construction elle-même. Plus la construction, bien la maison est vieille, plus le prix, normalement, euh, baisse. Plus l'âge est très petit, plus le prix augmente. Donc, pour notre modèle machine learning, il est capable d'extraire finalement des connaissances à partir de l'information âge plus que la date. Alors, pour les autres types, il y a les variables catégoriales. Les variables catégoriales, normalement, ils sont de différents types aussi. Donc, il y a les variables nominales, ayant pas d'ordre. Par exemple, le nom des villes. Est-ce que le client habite Casablanca, Rabat, et ainsi de suite. Donc ici, l'ordre entre ces valeurs-là, ville, Casablanca, Rabat, Marrakech, n'a pas de sens. Comme le cas des maisons. Est-ce que la maison se trouve à Rabat, à Marrakech? Donc, le concept d'ordre n'a pas d'importance. Par contre, ici, si vous allez remarquer, si on va aller vers la variable numérique, donc par exemple ici, la note, l'ordre est important. C'est-à-dire, j'ai une note 12, c'est pas la même chose que j'ai une note 17. Donc, l'ordre est important ici. Donc, à partir de les valeurs et leur ordre, le modèle, il peut extraire de l'information. Par contre, ici, les valeurs, normalement, n'ont pas d'importance d'ordre. Il y a des exemples, par exemple, les villes. Par contre, il y a des valeurs qui sont euh, catégoriales discrètes, d'accord, comme le cas ici, mais l'ordre est important. Par exemple, le classement, première place, deuxième place, d'accord? Donc, ou bien la taille, d'accord? Nominal, ordinal aussi, S, M, L, XL, c'est-à-dire la taille des, par exemple, je sais pas, de la maison, par exemple. Small, medium, large, XL. Si on va signaler la taille de la maison en utilisant ces symboles-là. Donc ici, normalement, l'ordre est là de l'importance. Donc le modèle, notre modèle, il peut se baser sur cette nature d'ordre, de variables, de valeurs plutôt, pour extraire de l'information utile pour la construction des modèles. Alors pour nous, en fait, faire la différence entre ces différents types de données, c'est très important. Et bien sûr, il y a des datasets non structurés. Ça, pour ces non structurés, ça ne concerne pas notre dataset actuel. Par exemple, l'image, la vidéo, le texte, ce sont des données non structurées. Alors, bien sûr, dans le premier projet que nous avons réalisé la semaine dernière, nous avons utilisé toutes les caractéristiques. C'est-à-dire, nous avons utilisé 79 variables, 35 numériques et 44 catégoriales. Et bien sûr, on sait déjà que pour utiliser Keras, TensorFlow, les données doivent être numériques. Donc sinon, vous pouvez pas entraîner le modèle. Chose que nous avons découvert la dernière fois. Alors, une fois nous avons essayé d'établir ou bien de construire notre modèle, importation des librairies nécessaires, préparation des data, d'accord, jusqu'à la l'importation des modèles, l'importation des librairies nécessaires pour la création de notre réseau de neurones, la création de modèles et sa compilation, son entraînement. Mais une fois nous avons lancé l'entraînement, nous avons eu des erreurs. Ces erreurs, normalement, sont dues, c'est que Keras
n'accepte que les valeurs de type numérique. Et nous avons utilisé nos données sans aucune transformation. Donc, chose qui a empêché l'exécution de notre programme. Donc, il n'y a pas d'apprentissage. Ça, c'est pour le premier projet, d'accord, le premier notebook. Alors, si on va visualiser les données un petit peu, on va trouver qu'il y a d'accord, il y a des colonnes qui portent des valeurs sous forme de texte, d'accord? Donc, ceci, bien sûr, empêche les calculs derrière. Parce que comme nous l'avons vu dans l'étude de notre réseau de neurones from scratch, nous avons vu qu'à un certain moment, il y a le concept de multiplication de la dérivée ou bien le gradient fois x. Ben, x, c'est ça normalement. Donc on ne peut pas multiplier une valeur numérique fois quelque chose qui n'existe pas. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'apprentissage. Alors la première réaction qui va venir, c'est que pour un débutant bien sûr, et nous sommes jusqu'à présent nous sommes des débutants, donc la première réaction, c'est écarter les variables catégoriales. Donc écarter, c'est pas une bonne solution, mais nous allons l'adopter dans un premier temps. Et ça, jusqu'à présent, bien sûr, je suis en train de faire un rappel. Alors nous allons, dans le premier projet, garder 35 variables numériques et écarter les variables catégoriales. Et bien sûr, voilà, donc pour ceci, il faut écrire un script capable déjà de connaître quels sont les types catégoriels qui ont un type de type O bien object. Et même selon la description normalement que vous allez voir ici, même la variable ms subclass, même si elle porte des valeurs numériques, selon la description, elle est catégorielle. Pourquoi? Parce qu'elle porte des valeurs discrètes, mais qui a une signification catégorielle. Donc c'est pour cela qu'on a ajouté cet attribut, ou bien cette colonne, à la liste des variables catégorielles. Et voilà, nous avons nos variables catégorielles qui sont de 34. Le reste, bien sûr, qui est 35, ce sont tous, ou bien toutes des valeurs, des variables numériques. Alors, bien sûr, nous avons limité notre data d'entraînement et data de test sur les attributs qui sont numériques et qui sont précédemment calculés ici. Donc, les numériques variables, ce sont tous les variables sans considérer les variables catégorielles, donc ça va constituer les variables de type numérique. Donc, bien sûr, ceci normalement ne change pas pour le reste de tous les projets, ou bien toutes les versions de notre projet. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes démarches. Créer le modèle, créer la couche, ajouter la couche au modèle, faire la compilation, lancer l'entraînement. Et ce, normalement, bien sûr, à chaque fois, on va utiliser un dataset. Jusqu'à présent, normalement, je peux barrer ça, d'accord? Et garder uniquement xtrain parce que on a déjà mis xtrain égale à xtrain.nimvars. Donc voilà. Donc ici, notre modèle, il va s'entraîner sur les variables, la même chose ici normalement. Il va s'entraîner sur les variables de type numérique. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner tant qu'il y a problème. Dans le premier époque, c'est-à-dire la première itération, donc nous avons constaté qu'il y a problème. Donc le problème est dû à quoi? Ce problème normalement est dû à, bien sûr, toujours si vous allez réviser le cours qui mentionne, parce que ça c'est important comme premier cours que nous avons déjà fait pour l'algorithme de gradient descent from scratch et un réseau de neurones comportant un seul neurone from scratch. Alors dans lequel nous avons des multiplications entre valeurs. Normalement ici, il indique none. Pourquoi? Parce que après chercher dans les valeurs des types de variables qui sont numériques, on va trouver qu'il y a des enregistrements à non values. Donc, bien sûr, la première chose, c'est essayer de... Donc, jusqu'à présent, nous allons créer notre troisième notebook. D'accord? C'est-à-dire ici, si je vais aller vers la partie... d'accord? Donc, si je vais... donc, j'espère que vous allez essayer de procéder
la même chose que moi. Donc j'ai créé un projet pour House Prediction se basant sur Artificial Neural Network et en particulier TensorFlow. C'est pour cela je nomme ANN, donc Artificial Neural Network TensorFlow 3. Ça c'est le troisième notebook. D'accord? Donc les deux premiers ne marchaient pas. Le premier, c'était à cause de variables catégoriales. Le deuxième n'a pas marché à cause des variables ayant NaN. Et maintenant, le troisième, on va essayer de fixer ou bien de trouver les colonnes de type numérique, mais ayant NaN values. Et après, bien sûr, recherche, on va trouver ces trois variables qui ont des valeurs NaN. Et bien sûr, dans un premier temps, on va écarter ces trois variables. Même s'il ne s'agit pas de la bonne solution, mais on va juste essayer de voir ou bien d'avoir une première performance de notre modèle après entraînement. Donc c'est pour cela, le nombre de variables à garder dans ce notebook-là, c'est 35 moins 3 variables qui est 32. Donc on va entraîner notre modèle parmi 79 variables, on va garder uniquement 32. Bien sûr, le résultat euh, sera pas performant comme on attend, mais déjà on souhaite avoir un point de départ sur lequel nous allons nous baser pour faire progresser par la suite la qualité de notre modèle. Alors, bien sûr, ici, après ce traitement-là, donc on va essayer de fixer les variables ayant des valeurs NaN. Regardez ici le traitement, c'est-à-dire la liste des variables ayant NaN comme valeur, donc égale à l'ensemble des variables pour chaque variable dans l'ensemble des variables numériques. Et ici, bien sûr, il y a des isnal, d'accord? Parce que isnal, appliqué sur une variable, bien sûr une colonne, elle va retourner soit 1, soit 0, par exemple. Et ici, SAM, la somme des valeurs NaN. C'est-à-dire si on a ici, ça va bien sûr retourner le nombre de valeurs NaN. Donc, quand est-ce que je considère qu'une variable ayant des valeurs NaN si cette somme est supérieure à 0? C'est-à-dire qu'il a effectivement des valeurs NaN dans les colonnes. Par exemple, ici, normalement, si on a la première colonne numérique, la première valeur numérique, et ici, on a NaN. NaN, ça s'écrit comme ça, normalement. Alors, donc, après ça, c'est 1, d'accord? Donc, ça, c'est 1 sur 3, par exemple, ce qui va représenter un pourcentage. Donc, pour l'ensemble des variables parmi 35, il a trouvé uniquement 3 colonnes qui ont des valeurs NaN. Le reste des colonnes, c'est-à-dire 32, n'ont pas de valeur NaN. Donc finalement, cette liste, ça c'est une liste, cette liste contiendra uniquement les variables dont euh, il y a des valeurs NaN. Et ça c'est le pourcentage de valeurs NaN, par exemple. D'accord? Donc voilà, il existe 3 variables, 3 colonnes. Bien sûr, par la suite, on va calculer les colonnes non NaN, c'est-à-dire pour trouver les 32. 32 colonnes, on va faire la recherche dans toutes les variables numériques. Dans la liste des variables numériques, cette variable-là, numvars, on l'a déjà calculée. Regardez, numvars. On a déjà calculé numvars. Voilà, c'est une liste. Ça va donner une liste. Donc nous avons ça, on l'a déjà fait. Et si on va calculer ça, donc le troisième, on a bien sûr, si je vais l'exécuter, ça c'est tout le dataset. Ça c'est, il est où déjà? Ça c'est les variables catégoriales.
Et ça, c'est les variables numériques. Les variables catégorielles, normalement, sont les suivantes. Si vous voulez les afficher, 4 vars, on peut les afficher. À ce niveau-là, on peut trouver, voilà les variables catégorielles. Et on peut aussi afficher numvars. Donc, numvars, toutes les valeurs numériques, les voilà. Et parmi ces valeurs numériques, il y a trois, trois ions NaN, c'est-à-dire qui sont, euh, qui sont bien sûr, voilà, qui sont l'autre frontage, frontage, voilà, ça, il contient des valeurs. Si on va faire extrain, mais en utilisant la colonne l'autre frontage, on va trouver des valeurs NaN, regardez. Parmi les valeurs, il y a NaN. Donc, heureusement, il l'a affiché. Voilà, il y a deuxième valeur NaN. La même chose pour les autres colonnes. Donc, ce script que nous avons ici, il va identifier les valeurs NaN. Et pour les écarter, plutôt identifier les variables ion NaN. Et pour écarter ces variables, on va les écarter à partir de la liste numvars. Donc, c'est quoi les variables numériques ayant pas de NaN? C'est la liste des variables d'origine, mais qui n'existe pas dans la liste des NaN. Donc, c'est ça normalement comment lire, parce que le NumPy, particulièrement le traitement des listes, d'accord, c'est intuitif. Donc, voilà le code source qui permet de garder uniquement les variables n'ayant aucune valeur NaN de nombre 32. Bien sûr, une fois gardé uniquement les variables non NaN, on peut faire, voilà, donc il y a un filtre ici, on peut faire l'entraînement comme nous l'avons utilisé au début. Donc bien sûr ici, on va faire le test toujours en utilisant le même nombre d'époques. Et c'est 1000 époques, c'est-à-dire 1000 fois, on va faire la mise à jour. Donc après exécution de notre programme, bien sûr, il va s'exécuter, d'accord? Donc bien sûr ça, donc voilà, donc on va garder uniquement 32. Et ça, c'est la création du modèle. Et ça, c'est son entraînement. Donc, si on va lancer l'apprentissage, on remarque qu'il commence par une mean squared error qui est d'ordre 38 et ainsi de suite. Donc, par la suite, il a tendance à diminuer l'erreur à chaque fois. C'est-à-dire notre algorithme, bien notre programme plutôt, fonctionne correctement, puisque normalement, à chaque étape, il diminue l'erreur. D'accord? Donc, l'erreur, ça diminue jusqu'à avoir un erreur. Donc, une fois l'exécution est terminée, on va avoir un loss d'entraînement parce que ici c'est 460 sur 1000. Normalement, si on va attendre jusqu'à avoir voilà, 1000 itérations, on va bien sûr trouver le mean squared error pendant le test. Ici, normalement, ça dépend de... Donc, j'avais cette valeur-là. Ici, on peut avoir une autre valeur. Ça dépend de est-ce qu'on va considérer toujours le même dataset d'entraînement, ce qu'il faut faire normalement. Alors, l'erreur qu'on va avoir à la fin de l'entraînement, elle peut avoir, c'est-à-dire une fois terminé le nombre de boucles, donc on va avoir presque cette valeur-là, qui est considérée comme valeur de mean squared error, mais pendant le test. Bien sûr, pour évaluer correctement le modèle et pour voir est-ce qu'il y a le problème d'overfitting, par exemple, ça, on va parler de ça, overfitting, généralisation, d'accord, des modèles. Ces termes-là, on va voir par la suite qu'est-ce qu'ils veulent dire. Alors, maintenant, bien sûr, pour évaluer correctement la,
la performance d'un modèle, il faut aussi s'intéresser à un dataset de test. Le dataset de test, ces enregistrements ne doivent pas être utilisés pendant l'apprentissage. Donc bien sûr, nous allons faire la prédiction en se basant sur ce dataset qui n'a jamais été utilisé dans l'apprentissage. Nous allons avoir des prédictions. Et bien sûr, avec ça, on a déjà la réalité, c'était le Y, qui est le Y-test. On a les X-tests et les valeurs réelles, ce sont les Y-tests. Et nous allons, sur la base de Y-test et Y-hat, calculer bien sûr le mean squared error. Comme on peut calculer le mean absolute error. Donc on va avoir les valeurs suivantes. Ces valeurs sont, ça c'est le MSE, mais on peut aussi mettre le MAE, ce qui est de 32 716. On peut l'afficher ici. Donc, bien sûr, parce que notre objectif, c'est de faire évaluer la qualité de notre modèle. Et jusqu'à présent, nous avons utilisé 3 notebooks. Le premier, pas d'exécution. La cause, c'est que nous avons fait aucune transformation sur les variables catégoriales. Le notebook 2, il y avait problème de non-values. Le notebook 3, ce que nous sommes en train de faire, nous avons éliminé les non-values, mais notre modèle est entraîné uniquement sur les variables numériques non NaN. Et on a eu cette performance-là. Cette performance de mean squared error pendant le test, ce qui est la plus importante, c'est cette colonne-là, et aussi celle-là normalement. Parce que ça, c'est pour les tests. Entre là et là, juste voir est-ce qu'il y a un overfitting ou pas. Par contre, nous, on va baser sur, pour se comparer, on va plus se baser sur cette colonne et celle-là aussi. Alors, notre modèle de référence, c'est un projet sur lequel je me suis inspiré normalement pour faire ce cours-là. Mais ce projet-là, il se base sur la régression linéaire et pas sur les réseaux de neurones. Donc, ils se sont basés sur la régression linéaire, mais après effort et ainsi de suite, beaucoup de transformations, beaucoup d'analyses et ainsi de suite. Donc, ils ont eu une erreur moyenne quadratique qui est d'ordre d'1 million. D'accord? Et quelque chose. D'accord? Non, c'est pas 1 million, c'est 1 milliard. D'accord? 1 milliard. Et pourquoi 1 milliard? C'est logique 1 milliard. Parce que, en général, pour acheter une maison, on peut dire ici au Maroc, par exemple, on peut dire 300 000. 300, d'accord? 1000. Voilà, 300 000 dirhams, par exemple. 300 000 dirhams, il y a 30 millions. Donc, c'est 30 millions de centimes. Alors, ces 300, si je vais vous demander, prévois-moi la valeur de vente de cet appartement, en réalité, il a 300. En réalité, son prêt réel, c'est 300 000, 30 millions de centimes. Si je vous demande de faire une prédiction, une estimation, sans savoir le prix réel, vous pouvez dire 310 000, c'est-à-dire que vous avez 10 000 de différence. Alors pour moi, l'estimation, elle est bonne. D'accord? Mais l'erreur, c'est quoi ici? L'erreur, c'est 10 000. Ça, c'est l'erreur. Cette erreur-là, qui est 10 000, je peux la mettre ici comme valeur absolue. D'accord? Parce que là, soit moins, plus ou moins valeur, plus ou moins 10 000. Donc, plus ou moins 10 000, en général, on absolue ces 10 000. Mais l'erreur levée au carré,
si je vais lever l'erreur au carré, combien je vais avoir? Donc 10 000 fois 10 000. D'accord, déjà 100 millions. Donc je vais avoir ici 100 millions. Donc c'est pour cela il ne faut pas s'étonner une fois dire l'erreur quadratique, parce que ça c'est quadratique, l'erreur quadratique moyenne. Parce qu'il y a la moyenne, en fait c'est la somme des erreurs au carré sur le nombre d'erreurs. Donc ici, une fois dire un milliard, peut-être ça, il n'y a pas de souci, mais en absolu, on peut trouver 10 000. D'accord, 10 000, c'est pas beaucoup. Mais ici, normalement, ce projet-là, les chiffres sont, normalement, les chiffres sont en dollars. C'est-à-dire, nous, notre différence, c'est-à-dire à la place de, pour nous, c'est 10 000, mais pour eux, c'est 1000. D'accord, c'est-à-dire, au lieu de 30 millions centimes, on peut dire les valeurs des maisons chez eux à l'ordre de 300 millions de centimes, et ainsi de suite. Alors ça, c'est juste pour vous donner des informations sur ces chiffres-là. Alors nous avons jusqu'à présent une heure moyenne quadratique de milliards. Par contre, notre objectif est de s'approcher de cette valeur. S'approcher ou bien la dépasser carrément. Si on va avoir des valeurs moins d'1 milliard en erreur moyenne quadratique, c'est déjà bon. Mais jusqu'à présent, en utilisant uniquement 32 descripteurs, 32 variables prédicteurs, on arrive à avoir cette erreur. Ici, normalement, ils ont utilisé toutes les variables, euh, tout le dataset, toutes les colonnes, c'est-à-dire 79. Alors ça se voit que certainement les autres variables, ils sont des bons prédicteurs. Par exemple, le cas de l'emplacement, le cas de l'emplacement de la maison. D'accord? Parce que le prix change largement en fonction de la zone, de la ville d'une part, et aussi de la zone dans laquelle est construite la maison. Donc le prix change très considérablement. Donc prendre en chose tout ça, bien ces détails-là, on peut s'approcher de la bonne prédiction. Donc ça c'est le contexte général. Alors nous, dans la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Jusqu'à présent, nous avons commencé à avoir un premier résultat. Dans la suite des autres notebooks, nous allons essayer d'améliorer cette performance pas à pas. Mais tous les notebooks utilisés ici, ça concerne que les variables numériques et ça concerne aucune variable catégorielle. Par la suite, bien sûr, nous allons nous intéresser à des variables catégorielles aussi qu'il faut les intégrer au projet. Alors voilà, maintenant nous allons voir le quatrième notebook. Donc bien sûr, déjà, ici en notebook 3, on a éliminé 3 variables. Donc au lieu d'utiliser 35 valeurs numériques, on a utilisé uniquement 32. Alors la première chose, on va essayer déjà de voir comment utiliser les 3 autres variables. C'est-à-dire l'affaire derrière, c'est ce qu'on appelle l'imputation des, des valeurs manquantes. C'est comment les remplacer. On connaît les valeurs, ou bien les colonnes ayant des valeurs manquantes avec non-values. On va voir maintenant comment les remplacer. Au lieu de non, on va donner une valeur numérique. Mais quelle valeur numérique à donner? Donc, ce qui est normal, en général, il ne faut pas éliminer les variables ayant non-values. Mais il faut les garder. Parce qu'il se peut que ces variables, ce sont des bons prédicteurs. Donc c'est pour cela, nous, dans un premier temps, on va essayer de faire une analyse. Analyse de données relatives à ces variables par rapport à leur influence
sur la variable target qui est le prix ici de vente. Donc, bien sûr, pour les garder ou bien pour faire l'imputation de non-values, il existe différentes techniques. Par exemple, la technique de la moyenne, la médiane, le mode et ainsi de suite. Il y a aussi des techniques machine learning, par exemple le KNN, pour trouver les valeurs manquantes. Il y a des techniques de régression pour faire les. Donc ici, normalement, on peut, si vous allez, bien sûr, il faut juste connaître le problème. Parce que vous avez beaucoup de chance avec ChatGPT maintenant. Il suffit de connaître le problème. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai rencontré des problèmes avec des non-values. Vous pouvez aller vers ChatGPT de dire est-ce que, ou bien est-ce que, est-ce que ça pose pas de problème? Par exemple, ça pose pas de problème. Ça pose pas, ça ne pose pas. Ça ne pose pas de problème si on élimine des variables ayant des valeurs manquantes. Manquantes. On peut dire en machine learning pour ne pas. Voilà. Dans le domaine de la précision informatique de variables, donc l'élimination de variables avec des valeurs manquantes peut poser plusieurs problèmes selon la manière dont elle effectue l'intérêt de données. Perte d'information, éliminer les variables, voilà, bias potentiel. Donc vous pouvez avoir mauvaise représentation de données. Donc vous pouvez donc avoir plusieurs problèmes. Donc plutôt que d'éliminer systématiquement les variables avec des valeurs manquantes, il est souvent préférable de mettre en œuvre des techniques de gestion des valeurs manquantes, telles que l'imputation, ce que nous sommes en train de voir, de ces valeurs-là, par exemple le remplacement des valeurs manquantes par la moyenne, la médiane, en utilisant des méthodes sophistiquées telles que les algorithmes d'imputation et ainsi de suite. Donc vous, pour établir, bien sûr, parce qu'un projet ayant cette taille, parce que notre projet quand même que nous sommes en train de faire, il a 79 descripteurs. Donc c'est pas évident. Bien sûr, le projet doit être fait sur plusieurs jours, voire des mois, d'accord, pour le faire correctement. Et la phase, normalement, qui va consommer plus de temps, c'est la phase de avant la modélisation, avant la création du modèle. C'est la phase de l'ingénierie sur les caractéristiques, feature engineering, et aussi la transformation des données, data transformation. Donc ces deux choses-là sont très importantes pour éventuellement garantir un modèle de qualité. Alors ici dans le quatrième, on va bien sûr faire de l'imputation. Alors la première chose déjà, on va voir l'importance de ces variables. Est-ce qu'ils sont des prédicteurs, des bons prédicteurs? Donc, c'est pour cela qu'on va appliquer ici une méthode d'analyse qu'on va développer nous-mêmes. Alors, def analyse non-value, df, c'est le data frame pour les variables. D'accord? Donc, cette fonction-là, elle sera appelée pour chaque variable ayant non-value, c'est-à-dire pour les trois variables qui sont ici. Pour les trois variables, pour chaque variable, on va faire cette analyse. Voilà. Donc, c'est quoi l'analyse? Déjà, il faut commencer par copier le data frame pour ne pas faire des changements sur le data d'origine. Et ensuite, en fait, ici, on a fait ce changement-là. Donc, soit il va avoir soit 1, soit 0. D'accord? Et on va faire une variable temporelle qui va garder ce résultat. Et ce résultat, c'est quoi? C'est-à-dire le prix, le prix de vente. Il est groupé by, ou bien groupé par euh, la variable. D'accord? En se basant sur la moyenne des prix de vente. D'accord? C'est une agrégation de prix de vente et en utilisant l'STD, standard déviation.
Alors, et chaque résultat trouvé, parce que ça c'est un data frame, ce data frame, on va le plotter. D'accord? On va le plotter qui va donner ces deux valeurs, soit 0 avec valeur manquante, 1 sans valeur manquante. Ou bien 1 avec valeur manquante, 0 sans valeur manquante. Le plus important que ici, normalement, le prix, d'accord, le prix, normalement, on voit, surtout ici pour ces deux variables-là, le prix change, ou bien le prix moyen change avec et sans valeur manquante. C'est pour cela on peut dire que ces variables-là, ils ont de l'influence sur le prix final. Donc, les écarter, ça peut influencer sur la qualité du modèle. Donc, d'après cette analyse-là, on peut juger qu'il est utile de garder ces variables au lieu de les écarter. Alors voilà, ça c'est le code que nous avons eu là dans les précédents slides. Et maintenant, on va remplacer. C'est pour chaque variable dans la liste des variables avec nan, on va calculer la moyenne et on va tout simplement faire un remplacement par moyenne. Et on va ici, c'est une impression tout simplement parce que pour chaque variable, j'imprime le nom de la variable, print var, j'imprime le nom de la variable et la moyenne de la colonne. Donc, toutes les valeurs nan pour cette variable-là, ils seront remplacés par cette valeur. La même chose pour la deuxième variable et la même chose pour la troisième variable. Donc, après avoir fait ce changement-là, d'accord, on va retester est-ce qu'il y a des variables nan. On va voir qu'il n'y a aucune variable nan. Regardez ici. Donc, il y a 0, 0, 0, c'est-à-dire il n'y a aucune variable, aucune valeur dans chacune des colonnes n'est nan. Donc ici, on a fait le changement, l'imputation qu'il faut. On a remplacé les valeurs nan pour le moyenne qui correspond à chaque colonne. Donc ici, on va, à la place d'utiliser uniquement 32 colonnes, on va réutiliser 35 colonnes. Donc on n'a pas écarté les colonnes concernées. Donc bien sûr, ça c'est la définition du data et le reste, comme j'avais précisé, le reste est le même. C'est-à-dire création du modèle, création de la couche, ajout de la couche, compilation du modèle avec les paramètres qu'il faut, entraînement du modèle et faire la prédiction et trouver les évaluations qu'il faut. Alors ici, bien sûr, on a eu ce résultat. Donc ce résultat, bien sûr, on l'a imprimé ici pour le quatrième notebook. Donc on constate qu'il y a déjà une amélioration. Regardez ici, c'est presque 100 millions, d'accord, de différence. D'accord? Donc de 8 à 7. Mais en ce qui concerne le MSE. Donc déjà, ne pas écarter ces variables, on, on- on peut gagner en termes de performance de modèle. Nous sommes toujours bien sûr loin de la, la performance de notre modèle référence, mais le plus important, c'est qu'on est en train d'améliorer la qualité de notre modèle. Donc voilà, ça c'est pour le notebook 4. Alors pour la cinquième partie, donc pour le cinquième notebook, donc encore, jusqu'à présent, si vous avez remarqué, on a fait des choses qui sont simples, c'est-à-dire pour les variables numériques en général, tout type confondu, soit continu, soit discrète, soit temporel, nous avons, sans avoir ceci de ça, nous avons vu l'importance de ne pas écarter les variables numériques rayonnantes, mais plutôt il faut faire de l'imputation par la technique qu'il faut. C'est-à-dire la technique que nous avons utilisée ici, c'est la moyenne. Il se peut que ce n'est pas la bonne technique.
C'est pour cela, éventuellement, on peut refaire l'imputation en utilisant une autre technique, faire un nouveau entraînement et avoir éventuellement un nouveau résultat. Donc le résultat meilleur, il faut le garder avec la méthode adéquate, c'est-à-dire la technique d'imputation adéquate. Mais maintenant, nous allons zoomer sur les types de valeurs numériques. On a dit il y a des types continus, il y a des types discrètes, il y a des types temporels. Donc je vais commencer par celle-là temporelle. Bien sûr, en général, il faut extraire de l'information utile à partir de la variable d'origine, comme j'avais dit tout à l'heure. Ici, alors, on va essayer de voir déjà quelles sont les variables temporelles qui existent. Donc ceci, normalement, ça concerne notre notebook 5, toujours pour Artificial Neural Network TensorFlow 5. Donc on va voir comment faire le traitement des variables temporelles. Donc en général, bien sûr, il faut allouer aux variables temporelles une attention particulière parce que le facteur de temps est très important. Et savoir l'utiliser, c'est encore très important. Bien sûr, comment utiliser ces variables temporelles? Est-ce qu'on va les utiliser d'une manière brute, c'est-à-dire sans aucun changement, ou bien on doit faire des transformations pour en tirer de l'information utile à partir de ces types de variables? Alors, les variables temporelles sont souvent essentielles dans de nombreux problèmes de machine learning. Et leur traitement approprié peut avoir un impact significatif sur la performance des modèles et la qualité des prédictions. Donc ce texte-là, normalement, qui est ici, normalement, je l'ai extrait à partir de ChatGPT. C'est-à-dire, si vous allez encore, alors, en machine learning, en machine learning, euh, comment utiliser des variables, comment utiliser les variables. Je vais mettre en parenthèse features parce que features, les variables temporelles, pour améliorer, pour avoir un modèle de qualité. Certainement, il va dire beaucoup de choses, y compris peut-être les séries temporelles. Mais les séries temporelles, normalement, c'est un autre sous-domaine de machine learning. Donc, certainement, vous allez voir aussi, normalement, les séries temporelles dans votre programme de master. Alors, voilà, créer des caractéristiques dérivées, voilà, dérivées, c'est ça qui est important, pertinentes à partir des données temporelles, comme les tendances, les saisons. Parfois, au lieu de dire la date de vente, il est préférable de dire la saison. Par exemple, est-ce que la basse saison, la haute saison, la moyenne saison? Cette information-là, il faut chercher dans la date. Par exemple, si la date est de 7, par exemple 2022, alors ça, ce n'est qu'une information qui est date, qui est une donnée date. Mais la chose la plus importante, c'est la saison. C'est-à-dire la saison, je peux dire que la haute saison, la saison de l'été ou bien je sais pas quoi. Donc donc vous pouvez à partir d'une date dériver plusieurs données. Donc dans les définitions ici en général ou bien ce qui est proposé par ChatGPT en général c'est bien, mais il faut savoir le lire et faire attention aux termes qui sont utilisés. Voilà les saisons de variables cycliques, les moments de la journée, est-ce que début de la journée, ça dépend aussi notre information de date contient aussi le jour, est-ce que la matinée, est-ce que le soir, est-ce que entre midi et deux, je sais pas, est-ce que jour férié, est-ce que pas, est-ce que la fête de l'Eid, est-ce que je sais pas quoi. Alors ensuite, peut-être transformer des données temporelles en caractéristiques numériques exploitables par le modèle. Par exemple, vous pouvez extraire des informations telles que l'année. Je peux utiliser uniquement l'année ou bien le mois. C'est-à-dire, je peux dire la vente est faite en janvier. C'est-à-dire, au lieu de toute cette information, par exemple, je peux dire que je peux garder janvier uniquement. Et ainsi de suite. D'accord? Il y a donc plusieurs manières, mais on peut. Alors ici, vous voyez ici normalement les modélisations appropriées, c'est
en choisissant les problèmes de série temporelle. On va voir ici, on a un attribut qui normalement mérite d'être étudié en utilisant ces techniques-là qui sont ARIMA. Bon, ARIMA, c'est Autoregressive Integrated Moving Average. Normalement, ça, c'est un modèle de type série temporelle que vous aurez l'occasion de la voir par la suite, comme j'avais précisé. Alors, revenons à notre dataset. Après analyse et visualisation et exploration du dataset, nous avons constaté qu'il y a quatre variables temporelles et qui portent uniquement l'année. Il y a une variable qui dit year built, c'est l'année dans laquelle la maison a été construite. Year remote add, c'est l'année dans laquelle la maison est remodelée, d'accord? Garage year built ici aussi, normalement c'est l'année où le garage a été construit. Year sold, l'année dans laquelle normalement la maison est vendue. Alors le nombre de variables à garder par la suite, bien sûr dans train data et test data est 34. Parce que nous avons jusqu'à présent 35 numériques, y compris les dates temporelles, mais nous allons écarter cette variable-là, qui est hier sold, c'est-à-dire la date de vente. La date de vente, normalement, elle ne porte pas d'informations, sauf elle ne porte pas d'informations par rapport à notre modèle que nous sommes en train de voir de suite. Mais si vous allez avoir une vision série temporelle, c'est-à-dire dans les prochaines, c'est-à-dire il y a une évolution de prix par rapport à l'année de vente. C'est-à-dire, par exemple, les ventes augmentent successivement chaque année, par exemple, augmentent un petit peu. Donc, cette augmentation, bien sûr, c'est de l'information, c'est de la connaissance utile. Vous pouvez l'intégrer à votre modèle. Mais comment l'intégrer? Ça nécessite des transformations particulières, y compris ce qu'on appelle normalement des problèmes série temporels, ou bien on peut dériver des lagged values, normalement des variables temporelles du passé, mais ça nécessite des traitements particuliers. Donc c'est pour cela que je vous invite à voir par la suite, peut-être vous aurez l'occasion de la voir, les problèmes de série temporelle. Donc, une fois peut-être voir ce cours-là, vous pouvez revenir à ce problème, à ce projet, et éventuellement améliorer sa qualité en étudiant cette variable comme il faut. C'est pour cela que je me trouve contraint actuellement pour l'éliminer, d'accord? Mais je vais garder uniquement les trois autres variables, d'accord? Pour simplifier, bien sûr. Parce que ça, c'est un cours à part qui concerne les séries temporelles. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est comment transformer les variables temporelles en machine learning. Dans un problème de machine learning, nous avons une variable prédicteur qui représente l'année de construction, comment transformer cette variable. Alors ici, ces questions-là, je l'avais posées moi-même à ChatGPT. D'accord, vous pouvez bien sûr ici utiliser ChatGPT parce que c'est une chose qui s'impose. Mais pour moi, je vous montre à quel moment l'utiliser et comment l'utiliser. Bien sûr, le ChatGPT ne peut jamais faire tout le travail à votre place, ne peut pas faire toute l'analyse à votre place. Mais il faut savoir déjà décomposer le problème. Le décomposer d'une manière très logique vous aide certainement à rencontrer des petits problèmes et ces petits problèmes normalement qu'il faut essayer de poser la question à ChatGPT pour qu'il vous fournisse la réponse adéquate. Alors ici, normalement, c'est la réponse de ChatGPT. Normalement, moi, j'ai posé peut-être celle-là ou bien celle-là. Donc, en général, on n'utilise pas les variables temporelles dans leur format d'origine. Mais à la place, on peut extraire de l'information à partir de ces variables. Par exemple, on peut calculer la différence en termes d'années entre deux années différentes. C'est-à-dire l'année de vente et l'année dans laquelle a été construite la maison. C'est-à-dire, vous voyez l'information utile.
Si entre cette variable-là, par exemple, dans quelle année, ou bien je vais prendre là, l'année de construction et l'année de vente. À partir de ces deux variables, je vais extraire une seule qui est l'âge, d'accord, qui représente la différence, normalement qui est une âge, qui a un âge, la maison elle a un âge. Donc c'est l'information âge ou bien la différence entre ces deux années, c'est une information utile. Donc c'est pour cela que je vais faire le remplacement adéquat. Toutes ces colonnes-là, ils vont remplacer par leur différence avec l'année de vente. Et comme ça, je peux dire que partiellement, j'ai gardé de l'information par rapport à hier solde, mais pas totalement. Donc la suite, normalement, il faut l'avoir avec les séries temporelles. Donc premièrement, on peut voir ça, d'accord, comme on peut voir, c'est-à-dire les contenus. Regardez, parce que les noms de colonnes, il y a déjà, ils sont précédés, soit si on revient bien sûr vers les datas d'origine, c'est-à-dire ici, on peut trouver YR. Voilà. Les attributs qui disent il s'agit d'une année, ça commence soit par YR et aussi ça peut commencer par year carrément. Donc year, voilà. Ça c'est encore YR, mais certaines, donc c'est la deuxième. Voilà, year built, year remote add. Voilà, voilà, ça c'est la deuxième. Donc à partir, donc on va chercher dans la liste les noms ayant soit hier dans la chaîne de caractères nom ou bien YR tout simplement. Donc pour avoir ceci, on va avoir la manière suivante. Voilà, donc voilà, pour chaque variable dans la liste des variables numériques, donc c'est le Y et dans le var, or hier in var. Donc soit Y, soit hier. Et je vais trouver les variables temporelles. Si je vais les afficher, je vais afficher ces quatre variables. On va essayer d'imprimer leur valeur. Regardez ici. J'imprime year built, j'imprime year mode add, j'imprime. Et ça voit d'après les valeurs qu'elles représentent de l'information utile. Ce sont des années plutôt. Donc ça dit bien qu'il y a des variables temporelles. Donc, bien sûr, parfois, on essaie de voir comment ça change, surtout le prix de vente en fonction de, par exemple, ici les années, l'axe des années de vente, et ça c'est la médiane des prix, d'accord? Ça se voit que jusqu'à 2000, presque 2010, 2007, il y a hausse de prix, mais à partir de 2007, il y avait baisse. Donc, chose normalement qui n'est pas normale. Mais le plus important, c'est de l'information utile. On peut, c'est-à-dire donner de la justification par rapport à une hausse ou bien à une baisse de prix. Mais nous avons dit, nous allons pas trouver prendre en considération cette variable. Ensuite, il y a aussi year built, donc l'année de construction. Donc on voit que plus que l'année augmente, on a une tendance, c'est vrai, ça zigzague beaucoup, mais on a une tendance que plus l'année augmente, plus le prix va augmenter. D'accord, ici on a une tendance. Si vous allez étudier les séries temporelles, ce signal devient pour vous très simple à comprendre. C'est-à-dire vous allez même comprendre c'est quoi la tendance. D'accord. Alors ensuite, il faut aussi, parce que tracer des graphes, ça aide à faire de l'analyse, parce que ici je suis en train d'analyser les types de données temporelles.
Et ici, ce type de graphe, normalement, il aide à voir la distribution des données en fonction de ces variables-là. Par exemple, ici, toujours pour tracer le prix, d'accord, de vente, soit pour l'année de construction, ou bien pour la remodélisation, ou bien pour l'année de construction des garages. Donc, on voit ici déjà, j'ai pas gardé la valeur originale, mais je l'ai transformée. Je l'ai transformée en quoi? En une valeur qui représente la différence entre l'année de vente, si par exemple je l'ai vendu en 2020, en 2020, et que la date de construction, par exemple, c'est quoi? Voilà, c'est construction, c'est 2000. Alors pour moi, je vais garder uniquement 20. Uniquement 20 et 20 pour moi, c'est l'information utile. Donc, vous voyez ici 0, 20 et ainsi de suite, plus la l'âge, ou bien la durée, ou bien la différence entre les deux années augmente, plus le prix risque de, vous voyez cette tendance, elle est presque comme ça, regardez. Ça risque de diminuer, mais certainement il va garder peut-être une tendance qui va vers, mais jamais atteindre zéro, c'est normal. D'accord? Donc, mais il y a une tendance, tu vois. Ça peut dire que ces variables-là, ils ont de l'influence sur le prix. Donc, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'analyser. Analyser quoi? Analyser l'impact des variables numériques temporelles sur le prix de vente. Et nous avons trouvé qu'il y a réellement un effet, un effet. Alors ensuite, bien sûr ici, je vais remplacer les variables temporelles par les durées correspondantes et éloigner l'année de vente. C'est un problème de série temporelle. On peut y revenir pour éventuellement améliorer encore la qualité. Donc voilà, donc ici, elapsed years, c'est une fonction qui va tout simplement retourner la différence, qui va appliquer la différence entre la date ou bien l'année en cours et la date de vente, et retourner tout le data frame. Ici, normalement, on va appliquer ces choses-là sur, bien sûr, le xtrain et le xtest, et bien sûr la variable à annuler, ou bien à écarter, ou bien à éliminer, ou bien à éloigner de notre dataset, c'est yearSold. Et regardez, donc finalement, notre variable numérique seront transformées en éliminant cette variable. Et on va garder uniquement 34 à la place de 35. Bien sûr, on a un nouveau dataset ayant des attributs numériques, 34 attributs numériques, transformés avec application d'une transformation appliquée aux variables temporelles. Nous avons obtenu un autre dataset d'entraînement. Ce dataset d'entraînement sera appliqué sur, ou bien sera utilisé pour entraîner notre modèle réseau de neurones qui est composé toujours d'un seul neurone, d'accord? Et bien sûr, on va avoir une performance. Alors, je rappelle ici les modèles que nous sommes en train de faire ici, parce que c'est juste un rappel, pour faire augmenter la qualité d'un modèle, il faut déjà, on se concentre sur la qualité des data. Parce que avoir un data de qualité qu'il faut utiliser pour entraîner un modèle, on peut avoir un modèle d'une performance, par exemple élevée, MSE par exemple, MSE réduite, bien petite, c'est-à-dire une performance élevée. Et bien sûr, le modèle, jusqu'à présent, on utilise la même architecture, avec les mêmes éléments.
c'est-à-dire l'activation linéaire. Les métriques, c'est ça. L'optimizer, surtout l'optimizer, c'est Adam. Donc voilà, donc surtout ça, l'optimizer, l'activation, d'accord. Euh, voilà, donc le nombre de neurones à utiliser, le nombre de couches à utiliser, parce que jusqu'à présent, nous avons utilisé une seule couche. Par la suite, nous allons essayer de zoomer sur cette partie-là et appliquer des changements ici pour aussi améliorer la qualité de notre MS. Mais jusqu'à présent, on se concentre sur l'amélioration de la qualité de data. Et par la suite, une fois avoir un data plus ou moins de qualité, à ce moment-là, on va essayer de faire évoluer notre modèle par euh, en appliquant bien sûr des pratiques sur un ensemble de paramètres et hyperparamètres ici. Alors voilà, donc maintenant avec ça dans le TensorFlow 5, nous avons eu cette performance. Regardez, donc ici déjà c'est à peu près 500 millions de différences. Regardez un simple changement de la nature des données temporelles, il a conduit à un gain considérable en termes de performance du modèle. Alors bien sûr, cette première démonstration, normalement, c'est fini jusqu'à ici, d'accord? Donc, toujours dans les attributs numériques, on va avoir, par exemple, dans le Notebook 6, on va essayer de faire des transformations en continuous variable, c'est-à-dire on a des variables de type continu, il faut les découvrir bien sûr, d'accord, et voir quelles sont les transformations à appliquer sur ces types de variables particulièrement pour éventuellement avoir ou bien augmenter encore la qualité de notre modèle. Donc voilà, cette première démonstration touche à sa fin. Donc je vais essayer de vous demander bien sûr, de refaire ce travail-là pour ne pas perdre le fil. Et éventuellement, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre.